Bienvenue dans cette troisième partie, donc où on va s'intéresser aux principales installations des modules vraiment élémentaires pour faire un peu commencer à tourner Home Assistant. Donc pour l'instant, vous voyez pas vraiment le lien entre Home Assistant et puis finalement de l'autonomie, l'objet principal de la chaîne. Alors on va faire quand même un petit résumé. Combien ça m'a coûté ce premier, on va dire, élément essentiel. Donc vous voyez ici, je vous ai mis, c'est l'endroit où j'ai trouvé le moins cher, 47 $ avec 6 $ de port, donc ça vous fait on va dire 53, allez, on va dire 48 € avec la conversion. Et par rapport à la précédente vidéo, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mon port interne Ethernet qui a grillé. Bon, alors j'ai dû trouver une parade, j'ai dû mettre un connecteur USB vers Ethernet. Bon, du coup j'ai un réseau qui a fonctionné. Alors la seule petite différence par rapport à la seconde vidéo, c'est que maintenant mon IP de mon Home Assistant est différente, d'accord? Donc c'était plus en 20, c'est en 27. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai des valeurs un peu différentes. Donc on va se connecter un peu sur Home Assistant. Voilà, et donc je rentre bien l'adresse maintenant 192.168.1.27. Donc c'est une adresse IP locale, ça veut dire que pour l'instant Home Assistant n'est absolument pas vu de l'extérieur, d'accord? Et on va commencer à installer les principaux modules. Donc Home Assistant, c'est avant tout passer beaucoup de temps à aller rajouter ce qu'on appelle des entités, puis après des afficheurs, donc ce qu'on appelle des cartes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entité? Une entité, c'est un objet Home Assistant qui va désigner à la fois soit un capteur, soit un actionneur, alors, typiquement un switch, un relais, des choses de Stackabila, un capteur solaire, que sais-je encore. Donc, tout ce type de variété d'objets physiques va se regrouper sous le nom d'entité dans Home Assistant. D'accord? Donc, et ces entités, généralement, vont être configurées à partir dans des fichiers de configuration bien spécifiques qui porteront l'extension .yalm. Donc, c'est au format de ce langage YALM. D'accord? Donc, il va falloir que vous compreniez. Et donc, pour pouvoir commencer à configurer un peu l'ajout de ces entités, puis leur manipulation et d'automatisation, eh bien, il va falloir un éditeur de base. Alors, on aurait pu se connecter en SSH, ouvrir votre navigateur, votre éditeur préféré pour attaquer directement au travers de SSH vos fichiers de configuration, mais il est possible, par l'ajout du premier module élémentaire, d'aller directement éditer ces fichiers depuis votre navigateur web. Donc, comment faut installer ce premier module qui est Configurator. Allez, on y va. Comment rajouter un module? Eh ben, c'est pas très compliqué. On va dans SIO, ici, et vous voyez ici, dans le dashboard, c'est là où vont être affichés l'ensemble des modules. Pour l'instant, il n'y en a aucun installé. Et on va dans Add-on Store. Donc, on y va. Et vous allez voir apparaître rapidement ici Configurator, que nous allons faire clic Install. Donc ça va prendre quelques secondes. C'est pas des gros packages, d'accord? Et une fois installé, eh bien, il va falloir éventuellement faire quelques petites configurations avant de démarrer le module. Donc, première étape, installation via le Docker en appuyant sur Install. Deuxième étape, en général, c'est configuration de quelques paramètres qui va se trouver un peu en dessous, éventuel. Troisième, c'est démarrage du module, l'exécution pour l'utiliser. Donc l'installation en général, c'est entre 10 secondes pour les plus petits, jusqu'à une demi-heure selon les gros modules. Je pense à ESP-Home qu'on va voir ultérieurement dans quelques vidéos. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut prendre du temps. Mais celui-ci est vraiment fondamental. Voilà. Donc là, il est installé et nous avons quelques options. Donc d'exécuter le module au démarrage de Home Assistant, oui. Un auto-update, je vous le conseille pas parce que par contre, il y a Show in Sidebar, c'est-à-dire montrer sur la barre latérale. C'est-à-dire que vous allez avoir un onglet spécifique qui va apparaître rien que pour Configurator, pour le lancer. C'est un raccourci en fait, autrement dit. Voilà, il est là. Donc maintenant, je vais pouvoir le lancer uniquement lorsque j'aurai démarré le module. Démarrons le module. Alors, je vais vous montrer quand même qu'il y a quelques parties de configuration qui se trouvent en dessous. Voilà. Donc, typiquement, dans chaque des modules, vous avez ce qu'on a partie de config. Là, il n'y a rien en particulier à changer. Donc, on peut directement démarrer le module en appuyant sur Start. Voilà. Donc, quand le module est démarré, vous avez tout en bas un log sur ou on va dire du déroulement de l'exécution du module. Et là, vous voyez, quand j'appuie sur Refresh,
vous avez tout l'enregistrement de l'exécution. Voilà, donc voilà, il a démarré, il a exécuté des scripts UA, etc., etc. Donc pour ouvrir Configurator, soit vous appuyez ici, ou comme on vient de le rajouter, vous appuyez ici sur Configurator. Et donc là, ça va vous ouvrir l'éditeur de texte. Alors, par défaut, quand vous cliquez là-haut, je vais vous montrer un peu, voilà, par exemple ici, vous avez ici, c'est pour naviguer à travers les répertoires. Et par défaut, vous êtes dans le répertoire config. C'est dans ce répertoire que vont être enregistrés l'ensemble des fichiers de configuration YALM. Alors, qu'est-ce que nous avons comme fichier par défaut? Nous avons automatisation, configuration, groupe, script et secret. Donc, automatisation, c'est un fichier qui va être intégré toutes les automatisations une fois que vos entités vont être définies. Donc, c'est quelque chose de super important. Par exemple, démarrer quelque chose à telle heure et que si le capteur a bien reçu et dans le bon état et ou que machin chose, etc., alors faire telle action, etc. Donc, on va pouvoir faire des choses vraiment très complexes. L'intérêt, donc, intégrer par exemple plusieurs informations de plusieurs boucles locales, comme j'ai indiqué dans mon schéma précédent, et afin de faire des choses super compliquées, entre guillemets, en tout cas des super méta-intégrations, toujours dans le but d'aller optimiser la charge de la production et de la quête de meilleure autonomie. Configuration.yalm, alors je vais cliquer dessus, c'est probablement le fichier le plus important. C'est là, c'est le cœur des fichiers de configuration. C'est là que vous allez mettre les paramètres les plus importants et éventuellement renvoyer vers d'autres fichiers de configuration que vous allez segmenter. Alors vous avez deux possibilités, grosso modo. Soit vous mettez tout dans ce même fichier de configuration, et quand vous allez rajouter énormément d'entités, il va être très très gros. Si vous rajoutez, etc., vos automatisations, ça va être énorme. Mais le conseil que je vous donne plutôt, c'est d'aller splitter, séparer vos entités définition de capteurs, les lumières par exemple, les switches, les sensors, les capteurs, pardon, les binary sensors, etc. en différents fichiers de configuration. Ça sera beaucoup plus simple. Et dans ce cas-là, dans ce fichier de configuration principal, le configuration.yam, vous allez juste avoir des include. Donc ça veut dire la commande qui permet d'inclure ces sous-fichiers de configuration qui eux-mêmes définissent après vos entités. D'accord? Donc, on va y revenir dans un petit moment. Vous avez également script qui va définir les scripts. Et enfin, secret. Secret, ça va être un fichier dans lequel vous allez définir typiquement les noms d'utilisateurs, les mots de passe que vous allez avoir besoin éventuellement pour vous connecter sur certains modules. D'accord? Donc, pourquoi faire ça? Parce que si vous laissez tout en apparent dans le fichier de configuration, eh bien, ça sera visible. Or, dans la communauté Home Assistant, généralement, quand quelqu'un arrive à faire quelque chose, on se partage les fichiers de configuration. Ah, si quelqu'un a réussi à intégrer tel capteur, etc., avec telle jolie carte qui permet d'afficher les résultats, hop, il suffit de récupérer tous les fichiers de config en .yam, d'accord? Mais vous voulez pas forcément qu'on vous donne vos mots de passe, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va tout mettre dans un fichier secret.yam. D'accord? Donc, ça, c'est le principe un peu élémentaire. Donc, maintenant qu'on vient de regarder un peu Configurator, c'est un éditeur. Autre remarque, on peut aussi, si on clique ici, et qu'on retourne à la racine, donc ça c'est le contenu, là tous ces fichiers et ces répertoires du répertoire config qui se trouve ici. On peut créer un nouveau fichier ici, donc généralement un nouveau fichier de configuration.yalm, genre lights.yalm, binary sensor.yalm, que sais-je encore. Ici on peut créer un nouveau sous-répertoire. Très important ici, on peut télécharger un fichier. Alors ça peut-être avoir une importance si vous voulez récupérer ce qu'on appelle un snapshot, c'est-à-dire une sauvegarde soit complète, soit partielle de votre système Home Assistant. Et si vous voulez le restaurer suite à un crash, par exemple votre micro SD card elle a crashé, que sais-je encore, ou vous avez fait une erreur, vous voulez restaurer un point de sauvegarde antérieur, vous pouvez le faire, notamment avec en téléchargeant le fichier dans le sous-répertoire backup. D'accord? Je vais vous montrer dans un instant après et on peut même faire du Git, donc c'est super intéressant. Donc, pour l'instant, je vous présente vite fait le fichier de configuration. Je l'ai déjà commencé un peu à modifier. Vous allez comprendre dans quelques temps ces lignes-là. Donc, on vient d'installer le module configurator qui est vraiment la base pour commencer à éditer nos fichiers .yam. Deuxième partie, on va continuer en installant Samba. Alors, le deuxième module Samba, en fait, c'est pour du partage de dossiers. Si vous voulez, par exemple, accéder
aux répertoires les plus importants de Home Assistant, par exemple depuis votre PC, depuis votre Linux, depuis votre macOS. D'accord? Donc c'est un protocole de partage au travers un voisinage réseau. Et c'est assez important, notamment pour récupérer ces points de sauvegarde, ces backups d'Home Assistant, de les transférer sur votre PC. Si un jour votre Home Assistant a un problème, vous faites l'opération inverse, vous les re-uploadez sur votre Home Assistant pour faire un point de restauration. D'accord? Ou que sais-je encore, pour récupérer vos fichiers de configuration, hop, il suffit depuis votre PC, vous allez voir le contenu de ce répertoire config, et puis vous allez récupérer tous vos fichiers de config pour les travailler, pour faire des sauvegardes. Donc c'est toujours important d'avoir ce qu'on appelle ce partage de réseau, de fichiers et de répertoire. Donc, je pense que vous commencez un peu à comprendre. On veut rajouter Samba, par où ça passe? Ça passe dans Assayo. Et on va aller rajouter un nouveau module. Alors déjà, regardez, par rapport à précédemment, eh bien, on a dans notre dashboard, et comme c'est en vert, ça nous indique qu'il y a un module actuellement qui est installé, c'est Configurator, et comme c'est vert, c'est-à-dire qu'il est en cours d'exécution. S'il est en orange, ça veut dire qu'il y a une mise à jour et vous pouvez la mettre à jour. Par contre, si ça devient grisé, ça veut dire que le module, le service s'est arrêté pour X ou Y raison. D'accord? Donc, c'est les 3 codes couleurs que vous risquez d'avoir. Alors, on va aller donc dans Add-on Store, et puis on va aller installer notre Samba Share qui se trouve ici. D'accord? Donc, première étape, on clique sur Install. Là encore, ça va, je crois qu'il est encore un peu plus léger celui-ci, donc ça ne doit pas être très très long. Deuxième étape, on va aller regarder dans la partie config généralement du module, voir c'est ce qu'il faut faire, s'il y a des choses à configurer ou des éléments à rentrer. Et puis, troisième étape, on va démarrer le service. Alors, regardons un peu les choses. Oui, nous avons quelque chose. Et là, il va falloir faire des toutes petites modifications. Alors, d'abord, il y a la notion de workgroup. Si vous êtes sur un PC Windows, que sais-je encore, je vous déconseille de changer le nom du workgroup. Vous le laissez en workgroup en majuscule comme ça. Ici, vous avez un username. Alors ça va être le nom d'utilisateur qui va vous être demandé dès que vous avez fait un accès par le réseau local à ces répertoires partagés. Donc par défaut, il y a le nom d'utilisateur, c'est Assayo, et il n'y a pas de mot de passe. Je vous conseille quand même, pour un souci de sécurité, de les changer. Alors moi, je vais mettre ce nom d'utilisateur, d'accord, et je veux mettre en nom de mot de passe, je vais mettre test, d'accord. Alors évidemment, vous allez changer ça pour quelque chose d'un peu plus sérieux. Et puis, vous avez des allow hosts, et vous voyez des adresses IP, des 10 machin chose, 172, et puis 192. Alors là, je vous conseille de rajouter l'adresse IP de votre Orange Pi Raspberry. Donc moi, c'était en 1.27, donc la dernière, je rajoute 1.27. D'accord. Je sauvegarde. Okay. Alors, si vous voyez quelque chose écrit en rouge, ça veut dire que vous avez fait une erreur de syntaxe, vous avez oublié un guillemet ou oublié d'ouvrir une parenthèse, un crochet, des choses de cet acabit-là. Donc, c'est sauvegardé. Et il faut d'abord sauvegarder, modifier le config avant de lancer le module. Hein, toujours faire 2 avant 3. Et puis, donc maintenant 2 vient d'être fait. Je lance le module Samba. Donc voilà, ça y est, il est démarré. En tout cas, nous allons voir en faisant un cliquer sur refresh, qu'est-ce qui se passe lors du démarrage. Donc ça peut aller assez vite. Voilà, et là il est toujours en cours d'exécution. Voilà, et il rajoute des choses, etc. Vous voyez, il rajoute dans les voisinages réseau le répertoire config, add-on, SSL, share, backup, etc. Bon, ça a l'air de bien se passer, etc. Donc ça a l'air d'être bon. Et voilà, Samba, il a fini de s'installer. Tatatin, is now local, browser pour machin chose, etc. Bref, plein de messages. Alors, comment accéder? Eh bien, je vais vous montrer. Vous ouvrez, par exemple, un dossier Windows et vous avez plusieurs possibilités. Alors, si vous avez de la chance, dans le voisinage réseau, il va apparaître ici. Alors, il suffit de broadcaster, il va apparaître directement le répertoire, enfin le nom de la machine. Si ça n'apparaît pas, ne vous inquiétez pas. Comment faire? Ben, il suffit de taper, par exemple, ce qui fonctionne à 100%. Vous faites anti-slash, donc c'est Alt GR8 hein, pour ceux qui sont sous Windows, et vous tapez par exemple l'adresse IP de votre machine 192.168.1.27, d'accord? Et j'appuie sur Entrée. La première fois, vous voyez,
il va me demander le nom d'utilisateur, parce que pour pas que tout le monde puisse, qui est éventuellement un intrus dans votre réseau local, puisse se connecter et voir le contenu. Donc, on va mettre les éléments que l'on a mis dans le config de Samba, c'est-à-dire c'est bidoki, et on va mettre le mot de passe test. Je clique sur OK. Et là, je vois effectivement mes 5 répertoires partagés qui étaient prévus. Alors, c'est pas tout Home Assistant, mais ce sont des répertoires importants. On va trouver Backup. Alors, dans Backup, c'est là où vont être mis les sauvegardes de votre système. Alors, je vais y revenir dans un petit moment. Et puis, vous avez le fichier config, le répertoire config. Et là, on va retrouver mes fameux fichiers de configuration .yam, configuration.yam, automatisation, etc. Et vous avez même un fichier ici, Home Assistant-v2db, c'est la base principale de Home Assistant. Donc, si vous voulez les récupérer, les télécharger sur votre PC, vous pouvez, et puis à tout moment pour restaurer le système. Vous avez également un répertoire partagé, ok, pour l'instant qui est vide, et enfin SSL. Donc là, il va avoir des clés qui vont être installées, clés privées et primaires, donc vous pouvez les récupérer également si vous voulez restaurer ces éléments-là. D'accord? Donc, pour l'instant, tout va bien, et je vais vous montrer un peu que dans ce répertoire backup, par exemple, il va avoir ce qu'on appelle le snapshot. Alors d'abord, comment on crée un point de sauvegarde? Alors, on va le faire à la main. Donc, quelques instants après, je vais vous montrer comment, ou dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore, comment le faire de façon automatisée. Mais on va dans Asayo et on va dans Snapshot. Donc, Snapshot, c'est quoi? C'est pour créer un point de sauvegarde de votre système. Et puis, il suffit de créer, d'appuyer sur... Alors, on va faire un full snapshot. On sauvegarde tous les éléments de Home Assistant, même les bases de données, et on fait Create. Et là, vous allez voir que vous avez donc ici un Available Snapshot. Donc c'est un fichier compressé en TarGZ. Si vous cliquez dessus, ben vous voyez tous les éléments qu'il a sauvegardés. Donc il y a les éléments de base, Home Assistant configuration, SSL Share Location, et puis les deux modules qui sont installés, tous les éléments des deux modules que vous avez installés. Donc si vous voulez restaurer un module par rapport à parce que vous avez craché votre Home Assistant, que sais-je encore, parce que vous avez fait des bêtises, vous voulez sauvegarder, ramener un fichier de sauvegarde précédent, vous sélectionnez le point de sauvegarde et faites Wipe and Restore. Alors, cette manipulation, quand c'est un Home Assistant qui est quasiment vide comme c'est le cas maintenant, ça peut aller vite, quelques minutes. Mais si vous avez beaucoup d'entités, beaucoup de grosses bases de données, etc., ça peut prendre jusqu'à une demi-heure, 45 minutes. Donc, ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas de réponse, ça dure si long que ça. Donc, si je suis cohérent avec moi-même, dans le répertoire backup, regardez, il vient d'apparaître, j'ai ce fameux fichier .tar que je peux aller récupérer sur mon PC, le transférer pour avoir un point de sauvegarde. Et si j'ai besoin de restaurer mon assistant, il suffira que je fasse l'inverse. Depuis mon PC, je le jette dans ce répertoire backup. Automatiquement, regardez, je vais vous faire la démonstration. Donc là, je prends mon fichier, voilà. Alors, je le jette sur le bureau. OK. Donc je fais oui quand même. Je le sauvegarde, je l'efface d'ici, voilà, je fais ici, regardez, en haut à droite, vous avez un refresh ici, je clique ici, et vous voyez, il n'y a plus de snapshot, c'est normal, je viens de l'effacer de backup, et donc, si vous voulez un jour restaurer votre système, vous ouvrez votre Samba, vous installez au minimum Samba, vous prenez votre fichier de sauvegarde, vous l'envoyez ici, voilà, c'est recopié, et là, vous faites dans votre Home Assistant, vous appuyez sur la flèche, excusez-moi, de refresh, et il apparaît, et vous pouvez restaurer. Donc c'est un moyen rapide, au préalable avec la petite installation de Samba, de restaurer tout un système. D'accord? Donc ça fonctionne particulièrement bien, et il se trouve dans Backup. Donc voilà, Samba fonctionne, c'est le deuxième module, à mon avis, indispensable à installer dans Home Assistant. Le troisième, eh bien, ça va être DukeDNS. Alors, ce troisième module, c'est DukeDNS. À quoi sert-il? Il sert tout simplement à pouvoir accéder à votre Home Assistant depuis l'extérieur de votre réseau local. C'est juste fondamental. Par exemple, si vous voulez accéder depuis votre smartphone lorsque vous êtes loin de chez vous, sur votre lieu de travail, que sais-je encore, donc n'importe où, pour accéder à votre état de système, etc., eh ben, il va falloir que votre machine soit visible de l'extérieur. Donc, en informatique, en général, on installe ce qu'on appelle un DNS, il y en a des DIN DNS, il y en a plein des comme ça, et en fait vous avez un module qui est intégré dans l'assistant qui s'appelle DukeDNS, c'est aussi gratuit, qui leur permettra de créer des noms de domaine, je crois que 5 par utilisateur, c'est suffisant. Alors, comment on va faire? Ben, on va aller dans Asayo,
Dans notre dashboard, maintenant, on voit nos deux modules préalablement installés, donc configurator et Samba. Ils sont tous en vert, tout va bien. Et puis, on va aller dans Add-on Store. Et on va aller chercher notre fameux Duke DNS qui est ici, donc aussi Free Dynamic DNS, etc. On clique dessus. Première étape, 1, on clique sur Install. Et là, je vous dis, il va y avoir quelques petites configurations à faire. Donc, vous voyez, c'est assez vite pour installer Duke DNS. Actuellement, c'est la version 1.6. Qu'est-ce que nous avons? Alors, il n'est pas Ingress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ingress? C'est le nom de la technologie qui permet d'avoir un sidebar ici. Donc, ça, c'est super bien. C'est des technologies Ingress qui a été introduit récemment dans Home Assistant. Au fur et à mesure, les modules vont être transférés avec cette technologie. Et ça, c'est super important parce que ça va vous éviter d'ouvrir les ports sur votre routeur, votre box Internet. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Bon, il faut comprendre que chaque module qu'on va installer, Samba, etc., mais surtout les modules qui ont une vision depuis l'extérieur, généralement, on travaille sur des ports, Alors, qu'est-ce que c'est un port? C'est une sous-route de votre adresse IP. Bref, c'est une route par laquelle les informations peuvent passer. Et il faut savoir que votre box Internet, en général, ferme ces ports pour éviter que vous soyez attaqué de l'extérieur. Donc, souvent, quand on installe un module, il faut ouvrir le port associé ou les ports associés pour l'exploitation de ce module. Et ça va être le cas pour Duke DNS. Donc, Duke DNS, le but, c'est d'aller pouvoir consulter depuis l'extérieur votre machine. Et donc, depuis l'extérieur, il va falloir travailler sur les ports qui sont visibles. Alors, quelles sont-elles? Il y en a deux. Quels sont les deux ports? Il y a soit le port 8123 qu'on vient d'utiliser, qu'on utilise plus classiquement, mais ça vous permet une connexion non sécurisée, d'accord? Soit alors, vous travaillez ce qu'on appelle en connexion SSL, et du coup, vous n'allez pas faire un HTTP, mais vous allez faire un HTTPS. Donc, ceux qui ont l'habitude d'acheter sur Internet ont déjà entendu parler du HTTPS, c'est quand il y a le cadenas. Donc, le HTTPS, c'est quand vous avez une connexion sécurisée, et ça subodore que vous avez des clés, ce qu'on appelle des clés d'inscription, une publique, une privée, qui ont été créées, générées pour la certification de cette liaison sécurisée. D'accord? Bon, j'espère pas trop vous noyer, mais d'abord, on va commencer à créer une connexion externe depuis l'extérieur, pour l'instant non sécurisée, c'est-à-dire qu'on accédera en simple HTTP. Donc, je viens d'installer Duke DNS et je vois ici, dans la partie config, il y aura des choses. Alors, on voit ici qu'il y a un accept terme. On comprend qu'il va falloir au minimum le passer à true pour dire oui, on est d'accord à utiliser le module Duke DNS. Et puis, vous avez ici des cert files, certification de files, un full chain.pem et kfile, c'est un privkey.kem. Il faut savoir que ces fichiers vont être stockés dans le sous-répertoire, vous voyez, dans votre Samba, dans le répertoire SSL. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Ils n'ont pas été créés encore. D'accord? Donc, ils vont être créés après un redémarrage de Home Assistant. Ne vous inquiétez pas. Donc, ceux-là, ils n'y sont pas encore. Ils vont être créés. D'accord? Et on laisse ces informations-là par défaut. Par contre, il manque ce qu'on appelle le token. D'accord? Alors, c'est un numéro de code que le site Duke DNS va vous donner. Et enfin, il va falloir ici renseigner l'adresse Internet avec laquelle vous voulez accéder à votre Home Assistant. Donc, pour cela, on va se connecter sur le site Duke DNS. D'accord? Donc, dukedns.org, vous arrivez ici et en fait, vous avez des moyens prédéfinis de vous loguer, soit avec Persona, je ne connais pas, Twitter, GitHub, Reddit ou Google. Alors, je vais choisir par exemple GitHub. J'ai un petit compte GitHub, ou peu importe. Je me connecte avec voilà GitHub, je suis logué, pas de souci, et je vois automatiquement un token qui est généré. Vous le copiez, tac, et vous le jetez dans votre Home Assistant sur la partie token qui est installée à nul pour l'instant, et vous le mettez entre guillemets. Voilà, je fais un coller et vous fermez le guillemet. Bon, il reste le nom de domaine. On va le créer. Ici, on vous demande, pour l'instant, il y a associé à ce compte 0 nom de domaine créé. On va le créer et on va l'appeler mon site eitunomi.dukedns.com. Bon, après, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas Duke DNS. Bon, enfin, c'est comme ça. On fait add domaine.
Et voilà, il est créé. Donc, il est opérationnel à Duke DNS depuis une seconde. Et voilà, c'est bon. Donc, je peux commencer à l'utiliser. Et maintenant, je vais l'intégrer dans mon nom de domaine. Alors, j'efface nul, j'ouvre un guillemet, je fais itunomi.dukedns.org, je ferme le guillemet. Donc, vous voyez, j'ai plus rien en rouge, donc j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, j'appuie sur Save. Et je suis prêt à démarrer la troisième étape, le module. Je fais sur Start. Donc, allons un petit peu regarder, nous sommes curieux, le log. Alors, pour monter un peu les choses, pour que je puisse cliquer sur Refresh. Voilà. Donc, Generating Account Key. Mais c'est pas fini. Il reste encore au moins deux choses à faire. Alors, je vous ai dit, Duke DNS permettra l'accès de façon non sécurisée par le port 8123 et de façon sécurisée en SSL par le port 443. Il va falloir vérifier sur votre box internet que ces ports sont ouverts. Donc je vais aller sur la page de configuration de ma box internet. Moi j'ai une vieille B-Box mais peu importe. Et je vais aller dans configuration du routeur. Il va falloir les mots de passe. Donc généralement c'est admin, des choses comme ça, quoi. Et vous cliquez sur OK. Et là, je peux commencer à faire des modifications. Et je vais aller sur la partie ce qu'on appelle NatPat. Alors, peut-être c'est du forwarding sur d'autres routeurs. Et je clique dessus. Voilà. Alors là, j'ai plein de choses. Ne vous inquiétez pas, parce que ça, c'est mes règles que j'ai déjà appliquées pour ma première machine en Raspberry. Mais j'en ai rajouté deux à la fin. Alors, la première, c'est que j'ai ouvert le port 8123 de l'extérieur pour le remettre en 8123 en intérieur. Donc, c'est simplement un forward direct du port 8123 vers 8123 pour les connexions non sécurisées. Donc, HTTP simple. Et puis, je vais ouvrir également, alors, j'aurais dû l'appeler ici Orange, ici, excusez-moi, mais bon. Et, pour celui-là, Orange 8123, ici Orange 443. Donc là, je vais forwarder de l'extérieur concerne 443 en SSL. Par contre, je vais le renvoyer en 8123 en interne. Donc, depuis l'extérieur, en HTTPS, c'est le port par défaut, c'est 443. Et quand il voit un accès extérieur en HTTPS depuis 443, lui, vous lui dites votre routeur de rediriger-le vers le changement de route en 8123. Vous sauvegardez ça, vous redémarrez éventuellement votre routeur. Bon, moi, j'ai pas besoin de redémarrer. Voilà, c'est ici en dessous. OK, donc là, au niveau du port forwarding, ça va être une obligation de le faire. Alors, vous avez plein de tutos selon votre routeur, mais généralement, ça va être à peu près le même principe, ne vous inquiétez pas. Au moins, rajoutez ces deux règles pour Duke DNS. Alors, maintenant, il nous reste encore quelque chose à faire sur Home Assistant. Et maintenant, ça va se passer dans la partie configurator et notamment dans le fichier configuration.yam. Donc, je clique sur configurator. D'accord. Et je vais aller éditer le fichier configuration.yam. Alors, j'ai déjà fait un peu les modifications pour gagner un petit peu de temps. D'abord, par défaut, vous avez le fichier, vous allez voir, il y avait écrit Uncomment this line si vous utilisez connexion SSL TSL. Donc, il y avait juste HTTP et base URL. Je les ai décommentés. Donc, un commentaire, c'est ce dièse. Ici, je les ai décommandés. J'ai écrit HTTP. Donc, ça veut dire deux points. Ça veut dire je crée un objet qui s'appelle HTTP. Et dedans, il y a des paramètres. Donc, le premier paramètre, ou le premier attribut, c'est base URL, et je mets son instantiation. Et là, j'ai écrit dièse secret base URL. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, je définis un premier élément dans cet objet HTTP, c'est base URL. Je définis un deuxième élément SSL _ certificate, et je mets le chemin, regardez, /SSL full chain. Tiens. /SSL, c'est le sous-répertoire qui va être créé. Quand j'ai lancé le Duke DNS, les deux fichiers ont été créés. Donc super, il se trouve bien dans SSL et j'ai mes clés privées et puis la clé publique à l'extension .pem. Bon, super. Donc retournons à l'explication. Et donc, il se trouve bien ces deux clés dans le bon répertoire SSL. Et puis, j'utilise une variable qui s'appelle server _ port pour dire qu'on travaille bien en 8123. Alors maintenant, revenons un peu sur l'histoire de secret. Parce que originalement, j'aurais dû mettre, en fait, je vais vous le dire, j'aurais dû mettre ça. itunomi point
duke-dns.org, voilà. Et donc là, dans mon fichier de configuration, aurait été visible directement le nom de domaine. Donc c'est pas forcément, si vous voulez partager vos fichiers de configuration, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est pour ça qu'on va aller transférer ou dire à Home Assistant, en tout cas dans son fichier de configuration, d'aller chercher cette information de nom de domaine dans le répertoire secret. C'est pour ça que quand vous devant l'attribut base URL, vous avez un point d'exclamation secret, ça veut dire va chercher cette information dans le répertoire secret, et dans le répertoire secret, le nom de domaine sera défini par l'attribut base URL. Okay. Donc, on va aller regarder dans secret, ici, et regardez, alors on va vous dire, oui, on va sauver les changements, voilà, on va aller regarder dans, excusez-moi, dans secret, ici, tac, pardon, et regardez, j'ai défini une variable, base URL, la même chose, 2 points, et là j'ai mis entre guillemets, en HTTP, par exemple, i2nomi.duke-dns.org. Alors, ici, si vous voulez une connexion non sécurisée, vous mettez un HTTP. Si vous voulez une connexion sécurisée, vous mettez HTTPS. Pour l'instant, je vais faire l'essai en simple HTTP. Donc, nous sommes bons. Donc, le fichier de secret, on vient de faire le premier ajout en créant une variable qui s'appelle base URL. OK. On va aller regarder de nouveau le fichier de configuration. Voilà. Donc, j'ai le nom de la variable. Alors, on va me dire, oui, mais vous avez un attribut ici qui porte le même nom qu'ici, ça peut porter à confusion. Bon, ça va, ça ira. Donc, voilà, et on travaille bien sur le port 8123. Il va falloir redémarrer Home Assistant. Donc, où on va pour redémarrer Home Assistant? C'est toujours un peu la même procédure. On a clic sur Configuration, on va dans Général, et on va aller vérifier, excusez-moi, l'état de la configuration en cliquant sur valider la configuration. Si vous avez configuration valide, c'est que vous n'avez pas fait d'erreur de syntaxe, et on est prêt à redémarrer ici en bas le Docker de Home Assistant. Donc ça va prendre 20-30 secondes. Donc normalement, il vous affiche que la connexion est perdue. Ok, le temps de redémarrer dans le Docker tout Home Assistant. Et puis une fois que ça sera bon, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à notre Home Assistant depuis une URL. Et l'URL que l'on a donnée, c'est-à-dire i-tunomi.duke-dns.org et en HTTP via le port 8123. Alors on attend quelques secondes. Voilà, c'est revenu. Bon, et bien on va faire l'essai. J'ouvre un nouveau navigateur. Je commence à taper http, excusez-moi, //i-tunomi. Voilà, c'est déjà complété. En port 8123, j'appuie sur Entrée. Et me voilà dans Home Assistant depuis une URL. Donc on vient de finir en fait cette troisième vidéo dédiée à l'installation des principaux modules, enfin vraiment des 3 premiers modules élémentaires, comme je vais vous montrer, à savoir Configurator, duke-dns et Samba-share. Alors on a encore malheureusement au moins une vidéo pour l'installation des modules élémentaires. Avant d'attaquer l'intégration des premières entités. Je sais que c'est un peu long, mais c'est tout ce travail préparatoire qui va s'avérer indispensable pour la bonne utilisation, la souplesse d'utilisation de Home Assistant et puis la facilité, l'intégration des futures entités. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.